Bienvenue au balado L'Astuce, un espace dédié aux professionnels de la finance au Québec, où l'expertise rencontre la pratique. Dans cet univers auditif et visuel, nous vous proposons deux types de contenus. Tout d'abord, chaque mois, nous accueillons des invités de renommée qui gravitent autour de l'industrie des services financiers. Qu'il s'agisse d'avocats, de notaires, de comptables, de fiscalistes, de planificateurs financiers ou de hauts dirigeants de cabinets et d'entreprises. Leur expérience et leurs perspectives éclaireront votre compréhension de ce secteur dynamique. Ensuite, chaque semaine, plongez avec nous dans l'analyse minutieuse de stratégies et de théories financières et fiscales. Condensées en épisodes de 5 à 10 minutes, préparez-vous à découvrir des astuces précieuses pour naviguer avec succès dans le monde complexe de la finance. Bonjour et bienvenue au balado L'Astuce de cette semaine, le balado hebdo. Cette semaine, je veux qu'on parle d'immobilier, impôt immobilier, déduction pour amortissement. Donc, quand même un sujet assez intéressant parce que dans les dernières années, vous l'avez sûrement vu en pratique, il y a beaucoup de gens qui ont acheté de l'immobilier. Donc, il y a eu une croissance assez fulgurante de l'immobilier dans les dernières années. Il y a beaucoup de gens qui en ont profité pour devenir un investisseur immobilier. Il y a eu de plus en plus d'écoles de formation sur devenir un investisseur immobilier. Il y a des gens qui ont pris goût à ça. Et ben là, ben, vient le temps que moi, comme conseiller, ben, je rencontre de plus en plus de gens qui ont de l'immobilier, qui ont acheté un duplex, un triplex, un quadruplex. Puis là, après ça, ils ont tenté d'en acheter d'autres. Puis là, bref, en fait, tout ça étant dit, c'est que je me retrouve à rencontrer des gens que j'aurais rencontrés avant qui n'ont pas d'immobilier. Donc, si j'avais pas la connaissance au niveau de l'impôt sur l'immobilier, c'était pas vraiment important parce que je rencontrais pas, pardon, ce type de client-là. Là, ce qui arrive, c'est qu'il y en a plus. Donc, c'est là que ça devient important de comprendre un peu le fonctionnement de l'impôt sur l'immobilier, qui est pas très complexe, en fait. Et là, ce que je veux faire aujourd'hui, c'est que je vais utiliser, pour ceux qui regardent la vidéo, les autres, je vais essayer d'être le plus descriptif possible. Je suis sur l'outil de l'Astuce Max Insight et cet outil-là qui sert en fait, à illustrer des trucs à des clients, en fait, puis de supporter mes propos. Plus de 500 conseillers qui utilisent ça actuellement à travers la province, là, au moment où on tourne ce balado-là. Parce que oui, il y a plusieurs balados qui sont tournés, qui sont tournés d'avance. Alors, je veux parler d'immobilier. Donc, pour parler d'immobilier, évidemment, je vais aller dans la planification des dépenses importantes. Et bon, vous voyez, dans les dépenses importantes, j'ai l'achat de la première maison. C'est pas ça que j'essaie de viser ici. Je vise vraiment celui qui fait l'achat d'un immeuble à revenu. Et avant de comprendre là, tout le volet de la fiscalité sur les revenus de location, je veux qu'on comprenne la fiscalité sur un immeuble. L'immeuble, là, en fait, ou l'immeuble ou une résidence secondaire, par exemple, c'est qu'on a un prix de base de notre immeuble et cet immeuble-là prend de la valeur au fil du temps. Donc, la valeur va. Fait que c'est le même principe que si j'achète une action pure qui va avoir une croissance au fil du temps. Donc, l'action a une croissance. Si je ne la vends pas, elle va croître. Je ne paierai pas d'impôt sur la croissance tant que je ne l'ai pas vendue. Et au moment où je la vends, et là, je suis soumis au gain en capital. Donc, c'est mon prix de base. Donc, dans le cas d'une maison ou d'un immeuble à revenu, le prix de base que j'ai acheté, moins la valeur marchande. Et là, faire attention au prix de base. Lorsque je dis prix de base, ça ne veut pas dire vraiment nécessairement le coût payé. Si c'est le coût payé, c'est parce que j'ai acheté ça puis je n'ai pas fait d'investissement en capital sur l'immeuble. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que si, exemple, j'achète un immeuble et que je refais des travaux en capital dessus. Donc, exemple, je, 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 je viens de faire un agrandissement sur cet immeuble-là. Ce n'est pas une dépense, de cet agrandissement-là. C'est une dépense en capital, donc ce n'est pas une dépense sur mes revenus, mais ça va venir augmenter mon PBR. Et ça, il faut faire attention parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont peut-être des dépenses en capital qui vont venir utiliser comme dépense parce qu'ils veulent l'utiliser comme dépense, mais en théorie, ça devrait être une dépense en capital qui fera en sorte que c'est pas maintenant qu'ils vont avoir la déduction, c'est que ça va augmenter le PBR et lorsque je vendrai, ben là, ma valeur marchande moins mon PBR ben, va être moindre parce que j'ai eu une augmentation du prix du prix de base rajouté. Donc, le prix de base pourrait changer au fil des années. Donc, ça marche autant pour une résidence secondaire que pour un immeuble à revenu. Fait que moi, je trouve qu'en fait, l'immeuble à revenu ressemble beaucoup à une action de dividende, par exemple. Donc, j'achète l'action, la maison, et les revenus que je reçois, c'est le dividende, tandis que de l'autre côté, le revenu de location, ben lui, l'immeuble, pardon, c'est un revenu de location
que je vais recevoir. Donc, évidemment, il y a des avantages beaucoup plus importants au niveau de l'immeuble parce que je peux réhypothéquer l'immeuble pour racheter d'autres choses. Donc, je peux faire du levier, ce que je ne pourrais pas faire avec mon action, là. Avec mon action, oui, il y a certaines banques qui vont vouloir la prendre en garantie, mais ça ne sera jamais aussi haut en pourcentage de garantie qu'un immeuble, par exemple. Donc, lorsque je m'en vais dans mes impôts sur mon revenu de location, ben, dans le fond, c'est qu'à tous les ans, ben, pas à tous les ans, mais à tous les mois, je charge des loyers, qui est mes revenus de location bruts. Et après ça, ben, je peux déduire toutes les dépenses pour cet immeuble-là. Donc, les services publics, les taxes foncières, frais de gestion si jamais j'utilise un gestionnaire pour gérer l'immeuble, toutes les assurances pour la propriété locative, les honoraires professionnels, le comptable qui fait tout ça, toute la publicité, j'en ai besoin, les réparations, les entretiens et la déduction pour amortissement, ce qui est un peu le sujet que je veux vous montrer aujourd'hui. C'est que supposons là, que j'ai des revenus, j'ai des dépenses. Bon, puis, exemple, il me reste encore 20 000 de dépenses. Et là, si je veux amener ça encore plus bas, ben, ce que je pourrais venir faire, c'est de venir utiliser la déduction pour amortissement. Et là, il faut faire attention par contre. Là, ce que je me rends compte en pratique, c'est qu'il y a des gens qui disent je ne prends pas de déduction pour amortissement, c'est un piège. Puis il y a des gens qui disent good, full go, prends de la déduction au maximum. Ce que je fais là, quand je prends de la déduction pour amortissement, c'est que j'ai ma valeur. Donc, évidemment, on prend la valeur de l'immeuble, on exclut la valeur du terrain, puisque le terrain est un bien qui est non amortissable. Donc, supposons que j'ai une valeur ici, et moi, je peux prendre une catégorie d'amortissement pour cet immeuble-là qui est 4 Fait que je peux déduire 4 de mon coût en capital. Fait qu'à chaque année, je prends 4 donc ma valeur comptable, on va appeler ça ma FNAC, là, ma fraction non amortie, va diminuer au fil du temps. Donc, ce n'est pas un 4 qui est linéaire, on s'entend, il va être dégressif. Fait que ma déduction va pas toujours être la même. Fait que moi, dans le fond, ce que je fais en faisant ça, là, c'est que le gouvernement, quand j'achète un immeuble, c'est pas une dépense. Évidemment, c'est un actif que j'ai acheté. Même chose si j'achète du mobilier, c'est pas une dépense, c'est des actifs. Par contre, mes actifs perdent la valeur, donc je peux venir utiliser la perte de valeur à chaque année. C'est le cas pour le mobilier de bureau, les équipements informatiques, puis le pourcentage d'amortissement va différer selon la classe d'amortissement. Fait que là, l'immeuble, c'est 4 Fait qu'à chaque année, je perds 4 de la valeur de mon immeuble jusqu'à, et je ne suis pas obligé de l'utiliser. Et aussi, je ne peux pas créer une perte financière avec l'amortissement. Ça, c'est bien important. Là, je ne peux pas créer une perte avec l'amortissement. Mais là, les gens me disent, oh, mais Jean-Sébastien, attends un peu, là, on le voit sur l'image ici. Toi, tu dis que ton immeuble perd de la valeur, mais en réalité, ta valeur marchande augmente. Fait que c'est quoi le problème? Ça ne marche pas. Et effectivement, lorsque je vendrai, ou disons que je vends 10 ans plus tard, j'ai utilisé mon amortissement. Fait que là, ma fraction non amortie, elle est basse, mon coût en capital est plus élevé, puis je vends plus élevé que ça. Donc là, ce qu'on va me demander, c'est d'avoir une récupération. Donc, on m'a donné de l'amortissement que je n'avais pas le droit. Je vais devoir me retaxer sur ça. Donc, supposons que j'avais utilisé 40 000 d'amortissement, puis que j'ai vendu pas mal plus cher que ça, bien, on va me retaxer. Donc, l'année de la vente, je vais avoir non seulement mon gain en capital, mais aussi ma récupération pour amortissement. Donc là, il y en a qui me disent, ben, ça ne vaut pas la peine de prendre l'amortissement d'abord parce que quand j'ai demandé ma déduction, peut-être que je sauvais 36 mais quand on va me retaxer là-dessus, vu que c'est l'année du gain en capital, ça se peut que je sois taxé à 53 cette année et vous avez tout à fait raison. Fait que qu'est-ce qui va faire en sorte si c'est oui ou non prendre l'amortissement? C'est quoi mon taux d'impôt quand je vais prendre l'amortissement? C'est quoi mon taux d'impôt plus tard? Et après ça, l'autre volet, c'est que c'est quoi le temps de détention? Plus le temps de détention est long, plus c'est intéressant parce que si j'utilise le 36 de retour d'impôt puis je l'investis, pendant longtemps, rembourser 53 ça se peut que selon mon profil d'investisseur, ça ait valu la peine de faire ça. Donc, tout dépend, toute une question de perspective, toute une question de temps de détention. Mon profil d'investisseur rentre également en ligne de compte, fait qu'il faut tenir ça, il faut le prendre en considération. Si aujourd'hui mon taux est de 53 prendre l'amortissement, c'est quasiment sûr que je fais de l'argent parce que je vais sauver 53 puis je vais repayer au maximum 53 Donc, ça vaut la peine de prendre l'amortissement si je suis au taux maximum personnel. Donc voilà, c'était le balado sur la déduction pour amortissement sur le site www.astuceformation avec un s.com. Il y a une formation qui c'est l'immobilier en planification financière où qu'on va vraiment plus loin sur ce volet-là. On parle aussi de la résidence principale, comment calculer l'exo sur la résidence principale quand on a plusieurs immeubles, plusieurs résidences en même temps. Donc, on va plus loin dans cette formation-là qui est disponible sur le site de l'Astuce Formation. Si vous avez aimé le balado, je vous invite à venir
euh, subscribe sur Apple Podcasts ou sur Spotify si vous l'écoutez sur ces deux plateformes-là. Et si vous l'écoutez sur YouTube ou ceux qui l'écoutent de façon audio, ben, si vous avez envie de l'écouter sur YouTube, il y a du visuel sur YouTube. On présente évidemment plusieurs choses via l'outil l'Astuce Max, qui est notre outil, notre outil de présentation. Donc, si vous aimez ça, ben, je vous invite à aller liker ces pages-là et aller vous abonner. Donc, là-dessus, je vous dis merci d'avoir assisté à ce balado et on se dit à la semaine prochaine pour un autre balado hebdo.